Allez, on lance le générique, on y va? C'est parti. Putain, il m'a mis ça en plein mi-temps. Il était bien dans le 4, là, on le voyait bien. Ça va? Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce second numéro du Pambagna Social Club, à peine un mois après le précédent. On retrouve Marc, comment il va? Bonjour, très bien, merci. Ah, c'est bien, on retrouve Jérémy qui est toujours là. Salut. Et on accueille Maurice. Bonjour. Bienvenue dans le Pambagna Social Club. Bienvenue Maurice. Nos nombreux followers auront remarqué qu'on a déménagé. Est-ce qu'on dit où on est ou pas du tout? Tu peux. Mais je ne sais pas le dire, donc je ne sais pas comment ça Nous s'appelle. sommes dans les locaux de Filiataire à Nice-Nord, qui est une entreprise de construction en terre crue où je travaille. Voilà, là, Je vous accueille, merci à eux. merci infiniment à eux. Ça commence à sentir le partenariat. Je pense qu'on va coller notre DEM dans pas longtemps. Ça va, voilà quoi. Bref. Aujourd'hui, au programme du Pambagna Social Club, je réfléchis parce que ça fait tellement longtemps qu'on en reparle. Bob l'éponge, le film, la dernière fournée. Merci à ceux qui ont pensé à apporter des petits objets en lien avec le film. Ensuite, on va parler du dernier album de Lola Young qui s'appelle I Just Fuck With Myself, il me semble. Et ensuite, on va parler de Protocole de Constance Debré qui vient de sortir. On l'a lu avant la sortie, mais le temps qu'on se retrouve pour en parler, évidemment, tout le monde en parle déjà. Et alors que je voulais faire un gros effet de... On est en retard. On est en retard. On voulait en parler en avance et on en parle en retard et c'est parfait. Et pour savoir de Il quoi... sort en poche. Ouais. Il sort en film. Il est plus trouvable, on le trouve plus. Il est sur Wayback Machine. Ouais, voilà. Et c'est parti. Devine qui arrive au cinéma J'en sais rien du tout. Patrick, c'est moi. cet hiver. Je t'emmène dans le gouffre abyssal. Nous on rigole face au danger. Bob l'éponge, le film un pour tous pirates au cinéma. Eh oui. Un pour tous, tous pirates, sorti le 24 décembre dernier. Nous sommes tous allés voir ce film et c'est de lui qu'on va parler ce soir. Est-ce que Marc t'a préparé une petite intro ou t'es... Oui, alors j'avais juste fait un espèce de point d'étape sur, même si il n'est plus à présenter qui est Bob l'éponge, mais juste donner un peu l'ampleur de ce que c'est. Ça a été créé par Stefan Hillenburg, donc qui initialement, et du coup ça peut expliquer l'univers, a fait, tout le monde le sait, des études de biologiste marin avant de se tourner vers l'animation et intégrer Nickelodeon, qui est la chaîne enfant qui a un peu créé toutes les chaînes type Gulli et tout, mais c'est quand même un énorme carton qui a donc c'est 15 saisons entre 1999 et 2004, cumulé en termes de chiffre d'affaires, je sais que c'est mon côté un peu business, 16 milliards d'euros, cumulés avec des pics d'audience qui peuvent aller jusqu'à presque 2 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, 220 récompenses, 117 trophées, donc c'est une des plus grosses franchises en termes de merchandising, et j'aime bien parler de ça parce que j'ai l'impression que, et c'est peut-être mon regard un peu naïf et de fan, malgré tout, ça reste toujours aussi cool, même si c'est quelque chose, c'est un gros univers. Son créateur, Stefan Hillenburg, a été showrunner 3 saisons, il a fait le premier long métrage, et après il s'est retiré plutôt sur le côté production, jusqu'à son retrait définitif en 2015, car il était malade de il souffrait de la maladie de Charcot, il nous a quittés en 2018. Moi, ça m'a fait quelque chose, parce que Bob l'éponge, je suis assez fan. Alors de la série, je dis pas que j'ai vu les 15 saisons, mais à un moment donné sur Netflix, pour pas les citer, oui. Et j'ai assez kiffé. J'ai pas vu tous les longs métrages, même si mon fils m'a traîné à en voir quelques-uns, mais j'étais victime complaisante parce que ça m'a vraiment plu. Et voilà pour un peu. Voilà, je voudrais rapidement faire une espèce de, pour vous dire quand même qu'on est sur parmi les franchises médiatiques les plus lucratives à ce jour. Bon, d'ailleurs Pokémon et autres, mais on est sur une belle Des films, des jeux vidéo. merchandising, des figurines, des Je t-shirts. crois que c'est Des le collabs avec Uniqlo. C'est le 4e long métrage si on Ouais. exclut 2 spin-offs qui sont sur des personnages secondaires comme l'écureuil et voilà, mais c'est le 4e long métrage. ça. Pour le- On était à deux doigts d'avoir le taux de rentabilité. J'étais chaud et je suis Non. un peu sur ma faim, je te cache pas. Juste, je fais un petit point sur le film. Donc, oui. 4e long métrage, tu l'as dit. On est sur un film qui a
qui est produit par Nickelodeon Movies, qui est rentré maintenant dans l'écurie Paramount. Donc c'est Paramount Animation qui produit le film. Ça a récolté 116 millions de dollars pour un budget de 64 millions, avec des week-ends d'ouverture à 15 millions de dollars. Donc voilà, bon, beau petit succès quand même, quoi qu'on puisse en penser ce soir. Ils n'ont pas de regrets. Il y a une fanbase qui est là, quoi. Est-ce que tu m'autorises à faire le pitch rapidement, juste pour... Oui. Oui, moi je fais le côté business, le côté artistique. Sans spoil. Oui, sans spoil, mais dans cet épisode, en fait, Bob entreprend de grandir et il fait la découverte, on va y revenir, mais en gros, il fait la découverte d'une flûte dans laquelle il siffle et apparaît des fantômes de pirates qui vont lui promettre l'idée de devenir un vrai flibustier. Et donc, lui, les suit dans des aventures et on y reviendra, mais la thématique de... Très de vendre son âme au diable, etc. Elle est assez présente dans celui-là. On y reviendra. Un petit tour de table pour commencer. Votre avis sans trop rentrer dans les détails. Et puis après, on se met sur la gueule. Je peux y aller si vous voulez. Je crois qu'on est tous allés accompagnés d'enfants. Ça, c'est important. Ouais, on avait trop honte donc, pour y aller sans enfants. J'avais mon spectateur témoin aussi, que je salue. Mais non. Donc, aussi bien lui que moi, on a aimé. C'est plutôt pas mal. J'ai quelques trucs à reprocher, mais ça, c'est mon côté grincheux et parce que je cherche un petit peu les défauts. Mais honnêtement, j'ai passé un bon moment. Les gens dans la salle ont eu l'air de passer un très bon moment. Et Maurice, c'est l'inverse. Il a détesté, il a quelques trucs à pas reprocher. Je suis aussi avec ma fille et puis elle est un petit peu difficile aussi parce qu'elle est un peu sensible. Donc après, dès et on n'est pas là pour parler du fait que nos enfants sont TDAH et surdoués, ok. Ouais. Il y aura une émission dédiée à ça. Oui, pour dire à quel point ils sont intelligents et que c'est la société qui les comprend pas. Et voilà. Donc ouais. Donc moi je suis un peu moins enthousiaste parce que bon, j'aimais bien la série aussi. Par contre c'est un meilleur opus que celui que j'avais vu par le passé. J'avais vu le 2 je crois. Okay. C'est-à-dire j'ai essayé de voir le 1 mais j'ai pas réussi depuis. Mais voilà. Alors moi ma fille est prix Nobel mais il se trouve que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Non, ma nièce est complètement con mais ça m'empêche pas de... Non, je suis avec ma nièce, mais honnêtement, pas besoin d'alibi. J'ai déjà fait quelques films pour enfants tout seul. Alors, ça fait un peu bizarre, tout le monde te regarde bizarrement. Tu es le seul adulte de la salle, donc tu sais pas quoi penser. Néanmoins, ouais, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai kiffé. Ouais. On repart sur toi, Jérémy ? Oui, alors qu'est-ce que j'ai noté ? Moi j'ai bien aimé, on est chez Bob l'éponge, le personnage il est hyper attachant. En gros, il est un peu spectateur de tout ce qui lui arrive, tout ça. Il y a d'autres personnages un peu. Des fois, il me fait penser un peu à l'inspecteur Gadget, où en fait, lui, il vit son propre truc, mais en fait, tout se passe sans que lui s'en aperçoive vraiment et tout. Donc ça, c'est fun. J'ai bien aimé les personnages secondaires et tout. Je suis pas un gros fan comme Marc de la série. Disons que je pense qu'à l'époque, c'était populaire en France. C'était plutôt mes petits frères. Moi, j'ai regardé ça un peu de loin. Je pense que tu as redécouvert un peu après, toi aussi, peut-être, un peu après l'âge d'or. Voilà. Si je dois comparer, il y en a un qui est sorti il y a 2-3 ans sur Netflix que je trouve un peu meilleur. Voilà. Parmi les bons points, j'ai vu la VF. Mention spéciale à Eric Antoine. Je trouve qu'il fait le pirate, il s'en sort super bien. Voilà. Et alors, puisqu'on en est à ma partie, et puis je vous laisserai parler. Par contre, j'ai eu une très grosse frustration pendant le film. Sans spoiler le film, effectivement, donc il part dans des aventures et tout. Et il y a un moment où le pirate dit à Bob l'éponge: ah ouais, alors maintenant il va y avoir 10 épreuves et tu vas devoir faire les 10 épreuves. Alors tu sais, il y a une carte qui se dessine comme ça, comme une carte de trésor avec des épreuves qui. Et là, je me dis super, ça part en les 12 travaux d'Astérix à la sauce Bob l'éponge. Je vais m'éclater, je suis fan à fond. Et là, non, en fait, il y a la première épreuve qui se passe et puis après, on passe toutes les autres épreuves en accéléré comme si, bon, voilà, on a fait on a eu l'idée, mais maintenant on passe à autre chose. Et du coup, sur ce point-là, je suis resté quand même pas mal sur ma faim. Voilà, c'est le petit reproche que je peux faire, mais voilà, globalement, j'ai plutôt aimé. Maurice ? Oui, c'est un personnage un peu absurde et qui garde son absurdité, son innocence. Ils appellent ça l'innocent au cœur pur. Ok, ça marche. Alors, depuis, il y a d'autres trucs qui sont sortis dans ce domaine-là. Avec toujours un duo, c'est-à-dire que c'est vrai que le duo Patrick et Bob l'éponge est super important. On a ce héros un peu débile, mais qui a un copain un peu plus débile, donc qui est là pour pimenter un peu le truc et qui fait que on arrive à l'apprécier. Après, c'est vrai que à part ça, voilà, bon, il y a encore graphiquement aussi une bonne réussite, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à comparer à celui que j'avais vu, donc qui était le deuxième. Il y avait un côté
gênant parce qu'ils avaient mis de la 3D, mais ça faisait du forcing. C'est-à-dire que dans cet opus-là, il y avait pas le retour à la 2D. Alors que là, ils ont essayé de rendre le style comme il était un peu dans la série. Ils ont même fait des rendus un peu rétro, un peu moins photoréalistes sur certains trucs intentionnellement. Donc, en plus, avec un peu d'invention sur certains trucs, un peu bizarre au niveau des textures, ces bulles qui bougent pas, des trucs alors que ça bouge, etc. Des trucs ils ont eu la désinvolture, alors qu'effectivement il y a des pressions économiques sur des trucs comme ça, de dire ok non on laisse, ça marche, on essaye, ou alors peut-être c'est intentionnel, mais à part ces trucs-là, on est sur une réalisation un peu classique. Et moi, c'est ce qui m'embête, c'est que c'est tout prévisible, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme je disais, la petite, elle est un petit peu sensible et que dès qu'il y a du drama, elle commence à flipper. Et d'habitude, bon, je la prends par la main, je lui dis, t'inquiète pas, ça va bien se finir et tout, mais c'est toujours un challenge de la rassurer. C'est pas un podcast sur la parentalité moderne. Non, mais c'est juste que là, Je fais exprès. c'était hyper facile de la rassurer, même si ça n'a pas bien marché parce que. Voilà, mais parce que tout était prévisible. J'ai dit, tu vas voir, les méchants sont tellement bêtes qu'en fait, il va se passer ci, ça. Le truc, il n'y a pas une seule étape qu'on n'a pas vu venir, quoi, qu'on n'a pas anticipé. On est dans un truc où il n'y a pas de surprise de scénar. Alors que même dans la série, il y a toujours en fin d'épisode un petit côté un peu absurde. On n'a pas su dire comment ça allait finir. Un truc un peu bizarre. Ah ouais, d'accord, tiens, ah oui, bon, pourquoi pas. Enfin, c'est un peu bizarre comme fin, mais là, c'est. Dès le début, on sait la fin, on sait que ça va finir comme ça. Il y a même des trucs qui m'ont un peu agacé, moi, dans le détail. On a des scènes qui sont coupées un peu à la légère à un moment donné. On parle, je risque de spoiler, donc je fais attention, mais il y a un enjeu qui est censé terminer le film. Un objet, un truc magique à modifier, on va dire. Et on ne voit pas cette modif se faire, et on nous dit c'est bon, c'est fait. Et c'est fait, le film est fini. Donc sur la chute carrément du film, ils ont décidé de ne pas le filmer. Donc je trouve ça un peu léger, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi. Je viens pas dire que tu te trompes, mais je viens dire que une partie de ce que tu dis est aussi l'essence de Bob l'éponge. C'est-à-dire, en fait, il y a ce côté un peu brouillon volontairement parfois. Pour le coup, j'ai eu la même frustration quand il y avait les 12 travaux. En fait, c'est hyper vite évacué. Et c'est vrai que ça... Bon, heureusement qu'on ne se retape pas Astérix et les 12 travaux. Ça aurait été dur à surpasser, mais il y avait un truc narratif à faire. Moi, je vais juste dire deux trucs. Et je vais essayer de le dire vite, pardon. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des trouvailles de mise en scène. Il y a une scène où Bob l'éponge, il rentre dans une gaine d'aération. Et là, on passe en vue subjective. Et je trouvais ça... Mais je fais, voilà, en fait, ils se foutent pas complètement de nous, en fait. Tu vois, il y a un moment où tu es en vue subjective, gaine d'aération, Bob l'éponge. Je fais, franchement... Après, c'est un vieux classique de la 3D, le rail. Ouais, mais non, ça. mais c'est pas grave, ils m'ont donné. C'est les premières images des années 90, on voyait ça à longueur de temps sur des moines. Mais moi, je trouvais que pour les gosses, c'était vachement bien. Il y avait un peu cette magie-là. Et la dernière chose que je vais dire, ce que j'aime bien, c'est avec les trucs qui sont pas sérieux, j'aime bien les prendre au sérieux. Et inversement, d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai pris très au sérieux cette histoire. En fait, Bob, il veut devenir grand. Mais devenir grand, c'est aussi abandonner Patrick. Et là, je vous avoue que la scène où il va devenir flibustier et qu'il y a Patrick qui comprend qu'il va rester en carafe, je sais pas, c'est sûrement mes névroses à moi, mais j'ai eu la larmichette en fait. Ouais, la petite a craqué aussi. Il y avait ce moment, et en fait, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît sur il veut devenir un adulte. Et moi, typiquement, je vais pas trop me dévoiler, mais en gros, c'est mon souci. J'ai pas envie d'être un adulte tous les jours. Et donc, ce moment où lui, il dit je suis prêt à être un adulte, et là, il réalise que c'est laisser beaucoup de choses de côté, il n'a pas envie de le faire. Je voulais dire, c'était beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. La fin, effectivement, est un peu what the fuck. Ouais. Mais c'est souvent le cas dans les longs métrages de Bob l'éponge. Et accessoirement, je me suis ennuyé 5 minutes. Ce qui n'est pas énorme, parce que on parle souvent de ce moment où les personnages sont perdus dans les films. Disney, ils savent faire ça. À un moment, ils vont se perdre, peu importe où, et ils vont errer pendant des heures, et c'était relou. En termes de dynamique, je ne me suis pas ennuyé pour ça. Il y avait un truc dans les autres longs métrages aussi, et dans la série, il y a beaucoup d'images, il y a de temps en temps des images filmées, intégrées. Et là, c'était déjà le cas dans le premier que j'avais vu il y a quelques années, où on se demande un peu plus pourquoi que dans la série. Voilà, bon, dans la série, ça marchait très bien, il y a un côté surréaliste, un peu dada, un peu dadaïste et tout. Mais là, ça marche pas parce qu'ils ont créé le système. À chaque long métrage, à la fin, tac, il faut qu'on passe dans le monde réel. Et on sent que c'est systématique. Il faut que ça se passe. D'ailleurs, la petite me demande, mais pourquoi ils font ça ? Avec la série, je pouvais lui expliquer et dire, bah oui, parce qu'on peut. Et pourquoi pas ? Mais là, c'est pas ça. On sent qu'il y a un système, il y a une obligation, il faut qu'on passe dans le monde réel. Et là, j'ai l'impression que ça trahit la série à ce moment-là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté un peu fou
on sent pas que c'est fou. Il faut qu'on mette un acteur pour que les gens qui veulent voir un acteur, ils voient un acteur. Mais esthétiquement, Ils cochent une case qu'ils se sentent obligés de cocher. je c'est suis d'accord. ça. C'est ça. C'est sûr que le passage en IRL était moins fou que Antonio Banderas qui est un food truck Ouais. dans le 3, je crois. Donc c'est vrai que Ouais, c'était... ouais. Oui, Ouais, Même c'est là, un- ça me gênait c'est un un peu. passage Parce que attendu, par ouais. rapport à la série, même là, ça me gênait un peu. C'est-à-dire que le format, peut-être, long métrage et tout, faisait qu'ils se sentaient obligés d'amener carrément une mini-histoire au milieu de la partie audiovisuelle, alors que d'habitude, on était plus sur un truc, dans la série, on était plus sur un truc, dans la télé, par exemple, tu avais un présentateur, c'était... T'avais un présentateur et c'était à la place un type filmé. T'avais l'inversion un peu par rapport au monde réel où tu vas avoir un truc simplifié à l'écran. Là, voilà, t'avais ça. Donc Ok. voilà, stylistiquement, je trouvais ça dommage. Moi, je suis partant quand je regarde Bob l'éponge, et je sais pas si c'est faire honneur de dire ça à l'œuvre, c'est de, entre guillemets, débrancher mon cerveau. Donc, en fait, j'ai plus tendance à suspendre ma crédulité en disant, je prends ce qu'il y a à prendre, et je sais que ça va être n'importe quoi, mais pas n'importe quoi. Enfin, c'est très psychédélique, en fait, et heureusement que ça dure que 88 minutes, parce que le rythme, il est à fond, et c'est vraiment... Oui, ça devient des fois, bon, il n'y a aucun sens. Des fois, ça se coupe, ça repart. Le montage, il est rythmé. On comprend. Enfin, il n'y a pas tout à comprendre, mais des fois, je m'étais un peu là-dessus. Pardon, est-ce que tu as vu le premier tome? Parce que moi, je me demandais si, comme c'est le créateur de la série qui l'a fait, est-ce qu'il était beaucoup mieux, le premier? Non, j'ai pas souvenir du premier. Moi, j'ai pas un bon souvenir du premier, mais j'étais Pas non moins plus fan fou. aussi. Après, je pense qu'aussi, en 15 ans, les dessins animés, ils ont pris toujours un rythme plus tenu. Tu sais, parce que le premier, le long métrage, le premier, il est 2004. Ouais. Entre-temps, quand tu vois le rythme qu'a les montages d'animés, je pense qu'aussi, j'imagine qu'il devait être plus lent. Oui, il a été créé dans un monde différent, Ouais. ça, c'est sûr. Moi, j'ai été bizarrement, quand même, il y a aussi une trame initiatique, puisque Bob l'éponge veut être le big guy. Il veut aussi, à tout prix, il y a un enjeu de passer en force. Il veut passer une étape. Il veut glow up, tu vois. Et donc aussi, il y a toute une morale sur, en effet, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Est-ce que tu trahis pas toi-même? Est-ce que tu peux être toi-même? Enfin, ouais, il y avait quand même du sens sur forme d'absurde. Il y avait un peu de sens derrière ça. Et je me suis pas trop... Enfin, moi, j'ai juste kiffé. Je me suis porté par le côté psychédélique. On a l'impression d'avoir pris de la drogue sans en prendre. Comme d'habitude, ça va dans tous les Complètement. sens, c'est n'importe quoi. Et que je suis d'accord, Dieu bénisse la version française, parce qu'on a Eric Antoine qui fait une guest apparition. Mais nous aussi, je connaissais pas les noms, je les ai notés. Donc, le Sébastien Desjours qui est Bob l'éponge depuis Day One, depuis le début. Ah ouais, et, d'accord, putain. et qu'est-ce que c'est bon. Et Monsieur Krabs aussi, c'est Michel Bedetti. Pareil, depuis Day One, c'est toujours les mêmes VF. Et ça fait partie des séries comme South Park et tout. Les VF, quand même, c'est... pour moi, ça fait partie du... Je pourrais pas les mater en VO parce que j'aurais... Oui, oui. Pour le coup, on n'est pas loin de... Comment il s'appelait celui qui faisait la voix d'Astérix Carrel. Enfin, Ouais, tu vois, c'est ça de fait ce partie niveau-là, du... clairement. Ouais. Moi, j'ai kiffé et je me suis marré. En vous, très connement, un truc très potache. Et j'avoue, j'étais le premier de mort de rire. J'étais un peu déçu et je vais pas spoiler que Sandy l'écureuil fasse une toute petite apparition. Exactement. Et il faut Plankton. venir. Mais ça fait vraiment pour attirer la fanbase, gratuit. Oui, mais c'est C'est-à-dire assumé qu'elle est parce là, que et après, c'est pas- C'est même justement, mais Ouais, même ouais. c'est assumé Ouais, parce que sans c'est spoiler, indiqué, la guest apparition est demandée par la production, qui est un poisson. Ouais. Moi, je suis pas très fan de ce genre de truc. J'ai beaucoup de mal avec les films très geeks aussi là-dessus parce qu'ils aiment D'accord. beaucoup surréférencer, mais moi, non, ça me parle pas, quoi. Là, c'est pas une référence, c'est juste de citer un personnage qui... De Ouais, la mais même il manière... vient pas dans l'histoire, quoi. Alors- il vient comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une action, Ouais. on dit ouais, salut. Bah Et- oui, on les salue parce qu'il Ouais. il sort du... Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il peut arriver... Je connais des non-fans de Bob l'éponge qui n'aiment pas quelque chose et justement qui est un peu la crête autour de laquelle se disposent ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Bob l'éponge, en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt méprisé, en fait. Et dans cet épisode-là, bizarrement, le capitaine Krabs n'est pas trop désagréable avec lui, voire pas du tout. Et là, du coup, il y a beaucoup d'acidité, d'âpreté du scénar habituel qui disparaît. Mhm. Le fait que, pareil, Carlo le calamar, qui est quand même son voisin qui le déteste, il est il est là, mais ça reste un personnage très secondaire. Il n'y a pas toute la méchanceté qu'il peut y avoir parfois à l'endroit de Bob. C'est vrai. Et encore une fois, comme tu disais, Jérémy, Bob, c'est quelqu'un qui est détesté, mais qui pense que les gens l'aiment. Et moi, ça me fait fondre. Tu vois, ce côté malentendu. Et je suis d'accord que, en fait, c'est une histoire de distribution, pour le coup. Ça fait bizarre de parler de distribution, mais c'est le cas aussi dans un dessin animé. L'absence de certains personnages fait que la chimie n'est pas exactement la même.
Mais je pense que ils sont sympas avec lui parce que Bob l'éponge répond à une espèce de pression d'être un big guy et ils se sentent coupables de le voir s'embarquer dans un truc un peu barjot parce que Oui, il y a eu une espèce de manipulation ou de pression et finalement sous la pression ils se lancent dans un truc complètement fou. Du coup ils rattrapent un peu leur bêtise entre guillemets donc Ouais. du coup ils sont bienveillants. Ça change un peu, c'est vrai. Ouais. et à la fin, sans vouloir spoiler, à la fin, on découvre qu'il y a un énorme malentendu avec un personnage qui a plutôt eu tendance à enjoliver la réalité. Donc il y a aussi ça. Et il y a l'absence du plancton qui peut être carrément le big méchant dans Mais certains on le voit, épisodes. mais très On le voit, mais rapidement. voilà, il se fait écrabouiller comme d'hab et voilà, le gag est passé, quoi. C'est vrai. Jérémy, tu voulais ajouter un truc sur Bob l'éponge? Non, c'était bien. Et mon spectateur témoin a bien apprécié et tout, donc mission accomplie. Moi, j'aurais dit juste que, voilà, comme je suis pour parler des films intéressants un peu plus, j'aurais préféré parler d'un truc sur le Hollandais volant, qui était de Johan Sfar, Petit Vampire. Donc là, juste à ce niveau-là, ça tient pas la comparaison quand on va chercher des films un peu, où on en a pour sa culture, quoi. Après, là, on est sur du commercial, c'est pour recadrer, quoi. Ça existe Juste, vraiment, du coup, le Hollandais volant? C'est ok, je crois que c'était C'est- inventé pour- C'est un ouais, dessin je l'ai animé vu passer à Nice. Non, mais Johan Sfar, ce qui est chouette, c'est que justement, c'est situé autour de la région. Ok. On voit vraiment les décors d'ici et tout, et c'est magnifique, quoi. C'est un dessin animé? Ouais. Désolé, Petit vampire, long métrage. Ok. Mais après, le Hollandais volant, c'est une longue légende, Ok, reprise dans plein d'histoires. Ouais. Je la connaissais pas, du coup. C'est pour dire Ouais, moi non qu'ils plus. n'ont rien inventé, quoi. C'est pas Oui, non dans les plus- Pirates des Caraïbes. Voilà, ouais, par exemple. ouais, carrément. Entre autres. Mais ça, par contre, je trouve que c'est Bob l'éponge, c'est un truc qui avale tout le temps et qui recrache que des trucs déjà vus tout le temps. Ouais, voilà. Du coup, c'est plus. Mais Mais ils ont quand même un peu inventé au début dans la série cet innocent Ouais. pur, ce côté bête, mais il s'en sort parce qu'il est gentil. Il a un côté, voilà. Moi, j'aime bien aussi, pareil, dans ce genre-là, là, c'est plus une série adaptée d'un livre qui est pas mal, qui s'appelle Chien pourri. Chien pourri et Chat plat, c'est pareil, un duo avec un personnage principal débile. Là, la différence, c'est que le personnage secondaire est un peu moins débile, et par contre, il l'adore parce qu'il sait qu'il est très gentil et il le soutient, il vient le. Donc ça, on a ces duos-là. C'est pour ça, depuis, il y a des ouais, choses. c'est l'école des loisirs. C'est chouette, c'est Chien très chouette. Les voix sont géniales aussi. Pardon. Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Je sais pas si on passe en littérature ou en musique, On va c'est le la savoir. surprise, ouais, exactement. Social media and the internet is a complete it's not real life, it's a complete simulation of people who feel like they need to comment on everything. If you take any negativity or any positivity and you take it to heart, then it's going to have a massive impact on you. So just trust yourself, you know. I believe in myself, and it's all about how I feel and how I have grown and what music I want to make. And if people love it or hate it, doesn't really matter. Oui, alors la dernière fois, j'ai passé 10 secondes d'une chanson des Cranberries et on a été bloqué en Ouzbékistan ou je sais pas pourquoi, ça m'a saoulé. Donc maintenant, pour les disques, en fait, je trouve une phrase et là, en l'occurrence, j'ai trouvé un extrait d'interview de Lola Young où on entend quand même son accent à couper à la tronçonneuse qui faisait l'affaire. Donc on va parler du nouvel album de Lola Young et si je ne me trompe pas, il s'appelle I Only Wanna Fuck With Myself. Je veux seulement me faire avoir par moi-même, ou on peut le dire de manière plus vulgaire aussi. Est-ce qu'on peut la situer, Marc? C'est toi qui t'en occupes? Ben, si vous voulez. Je vois qu'il y a du boulot là. Ouais, Donc, l'album, c'est I'm Only Fucking Myself. En effet, 3e opus. Lola Young est sorti en septembre du 25. Il a généré déjà près de 2 millions de streams sur Spotify quotidien. Donc, un beau succès. Lola Young, pour la resituer rapidement, bon, c'est clairement pas une artiste de notre génération, nous, vieux quadras, mais on fait autre chose que les Cranberries aussi. C'est bien. Ouais, il y avait un effort de ce point de vue-là de revenir vers le présent. Donc, c'est une artiste qui a été révélée finalement récemment, parce que c'est 2024, par son tube qu'on connaissait, je pense, Macy, qui était, moi, je connaissais quand même, tiré de l'album This Wasn't Meant For You Anyway, qui va déjà cumuler à ce jour plus d'1 milliard de streams sur Spotify. Donc, une chanteuse qui a été rapidement révélée et qui a dû aussi, je pense, j'enchaîne un peu si vous voulez bien, je pense que ça fait partie aussi d'un exemple de personne rapidement propulsée devant la scène et qui, versus quelqu'un qui est assez transparent sur son état mental, a fait un burn-out, a fait des malaises sur scène. Vraiment, il y a un côté très mal-être et toujours dans des chansons à dire fuck you, fuck everybody. Donc, très
très comment dire, transparent sur son état et qui a l'air de vivre ça dans un canal un peu, ce succès, elle le recrache un peu bizarrement dans sa musique et dans son état, parce que vraiment, elle a vomi sur scène un festival, Coachella, je crois que c'était le festival, elle a fait plusieurs malaises, en fait, elle se cache pas, elle fait pas façade et on dirait qu'elle nous renvoie en miroir cette espèce de propulsion quasiment instantanée, parce qu'en l'espace de même pas d'un an, elle est devenue rockstar et on sent qu'elle vit ça en direct sous nos yeux. Et je trouve ça assez impressionnant déjà. Et ça se retranscrit dans les paroles, dans la musique, quoi. Et d'ailleurs, il se trouve que bon, il y a l'embarras du choix pour faire des chroniques musicales, mais en l'occurrence, moi je l'ai découvert avec Messi jusqu'à la nausée, parce qu'en fait ce morceau, on l'a vu utilisé comme musique de fond par tous les TikTokers et Instagrammeurs, et on n'en pouvait plus. Alors que c'est quand même, je pense, une putain de bonne chanson à la base. Et je me suis dit justement, tiens, je suis curieux de voir ce qu'on fait après ça. Quand tu t'es fait à la fois projeter sur le devant de la scène par un tube interplanétaire, mais qu'en même temps, tu t'es aussi fait vampiriser, parce qu'à l'époque, ça existait, Nada Surf avec Populaire. Il y a plein d'exemples, mais à l'époque, qu'est-ce que ça fait quand c'est à l'époque de TikTok, en fait? C'est-à-dire que, parce que Smells Like Teen Spirit, si tu veux, il est passé en boucle à la télé, on voyait le clip, en fait. On voyait pas une nana qui nous montrait son intérieur BCBG bourgeois et qui dansait dessus. Et là, je trouve que ce qui m'intéresse à cette heure-là, c'est qu'il y a une dépossession. Je pense qu'elle a été carrément dépossédée. Alors, tant mieux pour elle, dans le sens où ça a marché pour elle et que ça lui a apporté sûrement un confort de travail. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je choisis cet album. C'est est-ce que ça l'a tué ou pas, en fait? Et on y répondra après, bien entendu. Bah, la description qu'en fait Marc, moi je pense à Amy Winehouse, parce que voilà, c'est c'est dur de pas y penser. Je pense qu'elle joue un peu là-dessus, malgré tout. C'est pas, elle a du talent et elle n'a pas vraiment besoin de ça, je pense. Je pense que c'est à peine dissimulé, quoi. Le physique, la manière de parler, les malaises sur scène, on coche toutes les cases de Amy Winehouse, je trouve. Voilà, tu disais gros rythme de sortie d'album, hein. J'ai regardé, je crois les 3 dernières années, elle a sorti un album par an, quoi. Donc c'est quand même et les albums, notamment le dernier, c'est pas un 8 titres, hein. Non, mais moi je suis plus sur la partie musique pure et écoute, sans aller chercher dans le médiatique. Donc je passe à côté des anecdotes comme ça. Mais quand j'ai été chercher, je me dis je l'avais déjà dans mes playlists. Effectivement, ça faisait partie des trucs où j'avais apprécié le groove, le truc. On est sur Messi, tu parles de Messi, j'imagine. J'avoue que je sais plus quelle était la chanson. C'était plutôt une chanson hors contexte, prise comme ça. Et en fait, on est sur un truc un peu, pour moi, qui se rapproche un peu de l'anti-folk comme Regina Spektor, Björk, sans aller jusqu'au même degré d'engagement artistique, mais qui va plutôt rester pop, sans être vulgairement trop commercial et tout, à la Jessie Race, même si Jessie Race c'est plutôt pas mal, moi j'apprécie ça. Après, le mec, ça fait 2 rêves qui sort, je connais pas. Mais Jessie Race, c'est une je fais ça avec la tête aussi. Moi aussi, protégé de Eminem. Le Hollandais volant dans Joan Star, j'avais pas. Ah non, moi j'avais Pirates des Caraïbes. Je suis dégoûté, je vais aller chialer derrière. Jessie Race, c'est une meuf qui a été produite par un peu comme Dido, par Eminem. Ouais, okay. On mettra le lien dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. En commentaire, vous pouvez poser des questions, hein, n'hésitez pas. On a un côté, je sais pas, elle a une voix qui est magnifique, un peu compressée, comme les voix métalliques, comme j'aime bien. Le côté Destroy, c'est intéressant parce que c'est un peu moins clean que Billie Eilish, mais c'est un peu la même idée. C'est un peu, on va avoir des thèmes, c'est lourd, tant pis, mais voilà. Par contre, elle a moins, j'ai l'impression qu'il y a moins le sens de l'humour dans son truc. Mais je sais pas. Moi, en termes de chant, au début, je pensais que c'était mais si, c'était Billie Eilish. Je pensais que c'était Billie Eilish au début. Avant de comprendre que c'était pas la même chanteuse, que j'avais fait un rapprochement aussi rapide à l'oreille, en effet. Au niveau des paroles, même de la thématique et tout. Ouais. Après, voilà, j'ai bien aimé, quoi. Ça me rappelle plus du hip-hop et des musiques urbaines qu'un truc, voilà. Et je pense que ça doit être extrêmement bien en concert. Je sais pas si, par contre, malheureusement, ça peut être traite si jamais ils arrivent. Elle passe à la Zombie la semaine prochaine. Okay. Pascal, merci. Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors, moi, je prête attention souvent aux morceaux d'ouverture. Ça m'intéresse dans un album. Alors, du coup, moi, je trouve que je parle de la deuxième piste du disque, du coup. Parce moi, c'est ma préférée. Il y a une piste parlée. Voilà. Parce qu'il y a une piste parlée au début. Qui est assez drôle parce que c'est une espèce de caricature de gratitude, de discours de gratitude. Je suis ça part bien après reconnaissant de l'herbe, du soleil. Enfin après c'est foutage de gueule, c'était très drôle d'ailleurs.
Et du coup, là, ça ouvre sur un truc qui est un des morceaux les plus noisy de l'album. Ouais, trop cool, ce morceau. La voix sature. Je me prends ça en pleine poire. Ça s'appelle Fuck Everyone. Ah Je ouais, me prends ça en pleine trop bien, poire. tellement. Et la première Ouais. écoute, je déteste. Je dis, oh là là, ça va être ça tout D'ailleurs, l'album. je te coupe juste parce que je pense que ce qui participe de te déstabiliser dans l'intro de ce morceau, il y a un jeu sur le stéréo. Si tu l'écoutes au casque, Ouais, bah, ça c'était mon secoue cas. des deux oreilles. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a même une limite, elle fait saturer la voix. Je sais pas si elle a rajouté un peu limite de la disto sur la voix, mais je me dis si c'est ça tout le disque, je viens pas à l'enregistrement. Voilà, j'ai pris une grosse claque. Et finalement, c'est un des morceaux que je préfère du disque. Après 2-3 écoutes, j'ai trouvé ça super efficace. Voilà, mais voilà l'intro et tous les morceaux sont pas super noisy, voilà, juste pour dire ça. Moi, j'ai kiffé celui-là parce qu'on te dit que c'est hip-hop, mais ça, c'était du rock californien un peu sale, là, Ouais. un peu skate, garage band, comme disait C'est Maurice. Et en fait, j'avoue qu'elle vraiment a une manière, a une possibilité de switcher. Et en fait, mais c'est pas du mal fait. On dirait qu'elle a absorbé tout l'héritage musical dans cette génération, tu vois. Parce que ce rock californien, ça me fait penser à des groupes qu'on écoutait il y a 30 ans, tu vois. Et mais elle le recrache avec une certaine modernité. Et ce Fuck Everyone, il est très différent parce qu'après, il y a de la balade un peu triste et tout. Voilà, elle a tous les registres. Ouais. Sa puissance vocale fait qu'elle se balade sur n'importe quel morceau, mais c'est jamais un ersatz d'un courant passé. Je trouve qu'elle apporte une certaine modernité et j'ai vraiment kiffé ce premier. Moi, j'étais là, wow, putain, il est bon celui-là. Ça m'a boosté. T'as envie de faire de la muscu ou du skate ou te droguer. Enfin, un truc. Moi, j'ai vraiment détesté la première écoute. Après, je me suis surpris à le chantonner donc, chez moi. Donc, voilà. Donc, en faisant mes tâches mes lasers, voilà. Mention spéciale pour Dealer aussi, le morceau. Ouais. Dealer, je pense que c'est le single de l'album. Ah, c'est le single, j'allais dire. il y a un potentiel single. Moi, j'ai bien aimé le mid-tempo de Spiders. Ouais. C'est cool aussi. Alors, c'est très marrant enfin, c'est pas très drôle, mais c'est intéressant que tu parles d'anti-folk parce que je sais pas si c'est la pochette blanche. Cet album m'a fait penser à l'album des Moldy Peaches. Anti-folk new-yorkais des amis des années 2000. On vous mettra le lien. On vous mettra le lien évidemment, les moins de 55 Culture, ans. Carrément. Mais par contre, en fait, il y a un côté volontairement conglomérat dans ce disque. Et notamment l'intro et l'outro, il y a un truc genre... Et c'est vrai qu'à l'heure de Spotify, les gens, ils soignent leurs morceaux, leurs machins, ils te font plus un album en fait. Et d'ailleurs, les quadras comme nous, c'est pas évident de découvrir des artistes sur ces plateformes-là en fait. Parce qu'il n'y a plus le CD, pour moi, c'est très compliqué. Et j'avoue que cet album-là, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé ce truc-là. Et c'est vrai que par rapport à Messi, alors je sais pas dire à quel genre appartient Messi, mais là, c'est un putain d'album à guitare aussi. Ce que j'attendais pas forcément. Ouais, il y a la statue, il y a de la gratte. Ouais. Après, cool. Évidemment, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans une musique, c'est l'identité qu'on y découvre ou qu'on croit y découvrir. Et je sais que les Anglais savent très bien faire ça, c'est-à-dire aller te chercher une prolo avec un accent à couper la tronçonneuse et un parler de la rue, tu vois. Et ça, pour le coup, je trouve qu'elle représente très bien ça. Ouais. Et je pense que vraiment, musicalement, elle est hyper bien accompagnée et tout. Donc, tu as une sorte de mélange entre une meuf, limite, tu la croises dans le tram, elle va te mettre un coup de tête, tu fais, ouais, elle est folle, elle me casse. Et en même temps, sur le disque, c'est hyper bien aménagé. Et je crois que c'est l'avant-dernier ou peut-être le dernier morceau de l'album qui est juste une balade guitare-voix volontairement capturée, enregistrée avec les coudes. Et c'est aussi pour ça que j'ai pensé aux Moldy Peaches, qui était le groupe de Adam Green, très folk. Vas-y, on fait pas de prise dans les Moldy Peaches. Il y a même une chanson, le téléphone il sonne, il le laisse. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et j'ai retrouvé. C'est là où je trouve que le pari que j'ai énoncé au début il est intéressant, c'est qu'elle est revenue à un truc assez faussement sans doute, mais peu importe. De toute façon, tout est faux, mais faussement artisanal. Mais il y avait ce côté un peu qui apporte une fraîcheur à un moment où elle pourrait partir en mode, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un peu ce que j'ai plus de mal. Alors, je connais pas assez aussi. Je trouve ça un peu trop Billie Eilish. Pour moi, c'est un peu trop chiadé. Et là, il y a ce côté faussement cracra qui m'intéresse. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé que si c'était vraiment une posture de sa part de ressembler à Amy Winehouse, c'était vraiment... Moi, ça m'a semblé naïvement assez non fake et assez... Moi aussi, je trouvais ça sincère. Non, je sais pas, mais... On t'entend pas, fais gaffe. Non, mais parce que je suis pas sûr de ce que je dis, mais bon, peut-être que juste elle se drogue et puis voilà. Non, mais c'est juste quelqu'un dans le micro. Non, mais juste quelqu'un qui est... Non, mais le point commun, c'est qu'elles ont un look, mais en fait, j'ai des drogués en mal-être et en fait, qui prennent dans la gueule tout ça. Je pense que c'était peut-être aussi le cas d'Amy Winehouse, mais finalement, peut-être c'est un personnage. Non, mais oui. Mais
mais t'as peut-être raison, hein, j'ai pas pensé à ça, ouais. Mais t'as pensé à Amy Winehouse quand même. Pas C'est du juste tout. que moi aussi. Ah, mais vraiment, non, mais... Ah, moi, quand je l'ai mais découverte, moi, je pense pas beaucoup, en fait. vous avez Ah oui, remarqué. moi, quand je l'ai découverte, je me suis dit, elle, c'est la nouvelle Amy Winehouse et Ah, la ça va vache. finir pareil. en Ouais, fait. moi je me suis dit, ceux qui Ouais, veulent la voir en ouais, live, c'est- bougez-vous parce que. Moi, je me dis pareil de Billie Eilish, Regarde. moi, bizarrement. Tu me diras, Alors, après, il a hé, son frère, Ouais, mais- c'est- Doherty, à 15 ans, tu Ouais. t'étais pas dit qu'il serait encore là. Ah, t'aurais pas misé. Tu te serais pas Ouais, dit qu'est-ce qu'il que était ça acheté non une plus. villa en Normandie et qu'il serait, qu'il serait en concert tous les 15 jours, tu vois. Ah, c'est vrai, non, j'avais pas fait cette... Oui, bah maintenant que vous le dites, c'est évident, en On fait. peut pas toujours prévoir le succès. Non, mais L'angélité c'était. de Johnny Ouais, donc Hallyday. I Only Fuck With Myself de. J'ai plus le nom. Lola Young. De Lola Young, c'est une très bonne découverte pour voir ce qu'on fait après Messi. Et en l'occurrence, on fait vraiment plein de choses. De la bonne musique de jeunes. Quand on prend la parole, il faut essayer de dire des choses autres que le brouhaha. Le brouhaha nous étouffe. Moi, j'ai le sentiment d'étouffer sous le brouhaha. Et donc, ça doit pas être du brouhaha. Il faut essayer. Mais bien sûr qu'on échoue toujours. Que la littérature, c'est quelque chose de sérieux, de très sérieux. Et donc, il faut le faire avec ce sérieux-là. C'est ce que j'essaye de faire, oui. Pas juste de raconter ça, des petites histoires. Je m'en fous, ça. Je suis pas là pour raconter ma vie ou mes histoires ou mon enfance ou mes trucs avec mon fils. Je m'en fous de ça. J'ai pas besoin, ça. Je peux trouver un copain et raconter ça au café. De raconter à travers la seule chose que je connaisse, c'est-à-dire ma vie, ce qui me semble avoir aperçu de vrai. Et maintenant, on va parler du dernier roman de Constance Debray qui s'appelle Protocole. Il est paru le 7 janvier aux éditions Flammarion. Constance Debray est une ancienne avocate qui a eu une toute première carrière littéraire dont on ne parle plus et elle-même ne veut plus spécialement en parler. Elle a commencé à publier des romans aux éditions du Rocher. C'était il y a longtemps. Et elle est rentrée dans un nouveau cycle de son écriture à partir de, alors j'ai plus la date exacte, Playboy, ça doit être 2018. Une écriture autobiographique, pas systématiquement. Et là, depuis, elle l'a enchaîné avec Love Me Tender, qui a eu beaucoup de succès, où elle revient sur le moment où son ex-mari lui retire la garde de son fils, en fait. On a enchaîné avec Non, N-O-M. Et plus récemment, elle a sorti, il y a 2 ans, son dernier, à peu près à la même période de l'année, était sorti, s'appelait Offense. Elle mettait de côté la partie autobiographique ou autofictionnelle, peu importe, pour s'intéresser à un fait divers. Garder ce ton-là, etc. Et là, elle revient avec Protocole où, voilà, c'est assez intéressant justement parce qu'elle est pas tout à fait dans le documentaire, elle n'est pas tout à fait dans l'autobiographie, elle est un peu à plusieurs endroits. La presse aime beaucoup Constance Debray. Je pense que c'est aussi parce que, d'abord, bon, on y reviendra, mais c'est que c'est quand même un personnage singulier sur la scène littéraire et c'est aussi un personnage assez contrasté dans le milieu assez policé du 6e arrondissement parisien. Donc, c'est aussi pour ça. Et accessoirement, elle a une écriture qui laisse personne indifférent et assez briève pour nos amis qui lisent un peu moins. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à la mettre au programme. Qui veut commencer ? Bah, peut-être quelqu'un... Ah, j'ai juste oublié de dire que dans ce livre, elle s'intéresse aux différents protocoles de mise à mort dans les États américains. Et à leur histoire, elle fait une sorte d'état des lieux des différents protocoles de mise à mort avec leurs inconvénients plutôt. J'allais dire leurs avantages et les inconvénients, mais il n'y a pas des masses d'avantages, il y a surtout des inconvénients de manière très... terre à terre en fait, objectif, sans le regarder moralement. Et elle nous raconte aussi des scènes de sa vie à Los Angeles, parce qu'il se trouve que Constance Debray voyage beaucoup, ses livres s'exportent énormément, et elle-même, elle est friande de résidences, notamment de visites en milieu carcéral, en université, etc. Et donc, ces descriptions presque documentaires des protocoles sont ponctuées de scènes de vie. Plutôt nocturnes, etc. On y reviendra. Donc, je vous laisse le loisir de commencer. Alors moi je lis pas beaucoup, je mets le même disclaimer que Jérémy la dernière fois, mais du coup c'est pas le plus facile pour moi. Tu disais par exemple que c'est une certaine écriture brève, d'ailleurs ça m'a fait penser à Bref, parce qu'elle s'amuse à enlever les virgules dans son style et parfois laisser les majuscules, des trucs comme ça, et c'est assez pénible tout le long d'essayer de suivre cette syntaxe. Moi, j'ai du mal, quoi. C'est-à-dire que je me dis, cet effet de style, déjà, c'est un premier truc qui m'empêche de rentrer dans l'histoire. Ensuite,
Et il y a le sujet, c'est-à-dire que nous, on est en France, donc évidemment, on peut se dire, avec la montée des extrêmes et tout, peut-être c'est bien de sensibiliser les gens aux risques, aux problèmes de la peine de mort et tout ça, mais on se sent quand même moins concerné que si on vivait là-bas. Donc là, après, pareil, quand elle nous raconte sa vie là-bas, elle-même n'a pas l'air concernée, c'est-à-dire elle nous raconte ça avec une certaine froideur. Elle explique vers la fin pourquoi, un petit peu une espèce de philosophie qui, pour moi, se rapproche de l'existentialisme. Il y a un côté comme ça que moi, j'apprécierais si c'était un petit peu travaillé au niveau du style, mais en fait, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est-à-dire que, du coup, on m'assène des descriptions un peu horribles de protocoles qui me... Enfin, on enfonce une porte ouverte avec un bazooka. Moi, j'ai pas envie ni qu'on mette la peine de mort en France, ni voilà. Alors après, j'ai regardé qui c'était. Ouais, je respecte. Il y a un parcours de vie intéressant et tout. Mais pour moi, ça. Qu'est-ce que tu respectes en particulier ? Le fait qu'elle ait fait le choix de lâcher un mode de vie parvenu, très installé. Elle a été avocate dans une super firme apparemment dont elle parle un peu dans le livre, où elle rend visite comme ça de passage vite fait pour voir. Et on voit qu'elle n'a pas de regrets, qu'elle passe dans ce milieu très doré, une espèce de cage dorée, tour d'ivoire, ce qu'on veut. Et elle repart voilà, dans son errance. Elle a choisi ce truc de laisser le fait d'être avocate et éventuellement faire participer à ce système de peine de mort, de tout ça, et pour peut-être justement ne pas préférer... Bon, c'est vrai que déjà, même avocate, apparemment, je regardais le parcours, elle a quand même défendu un peu tout le monde. Donc ça, c'est cohérent. Il y a ce côté, ne pas juger, comme tu disais, un peu une tendance à vouloir être objectif. Mais avec le style de l'autofiction, ça clash, quoi. C'est-à-dire que d'être dans des tranches de vie comme ça, dont on se dit, bon, les gens, ah oui, on va prendre un verre, ah oui, elle va au restaurant, elle va... Ok, mais elle en tire jamais un truc qui nous touche, quoi. Et pareil sur les histoires de peine de mort, c'est-à-dire qu'à part le fait que, ouais, c'est pas bien, voilà, j'ai pas mis si peu de temps à le finir. En fait, j'ai lutté, quoi. Voilà. Ouais, alors pour compléter ce que dit Maurice, c'est vrai que, alors, si Anthony l'a dit, Maurice l'a redit, mais en fait, on alterne des chapitres où on est plus, pour moi, on est dans une sorte de documentaire, hein, carrément. On documente les protocoles de mise à mort avec tous les échecs qu'il y a eu, les ajustements pour trouver la bonne dose d'électricité pour que les gens ne se mettent pas à brûler sur la chaise électrique. Enfin, c'est très, très... moi, qui suis un angoissé de la mort, d'ailleurs, j'avais l'impression de regarder la mort en face à chaque fois des gens et tout. C'est très détaillé avec une froideur documentaire. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a mis les chapitres où elle parle de sa vie comme des respirations entre les... Parce que sinon, on passe de la chaise électrique à la chambre à gaz à la... moi, je vous avoue que s'il n'y avait pas eu les scènes de respiration au milieu, j'étais pas très bien. Et il y a un truc qui fait... j'ai bien aimé, hein, il y a un truc qui fait contraste. Je pense que c'est voulu. C'est en gros, soit on est dans... la description d'un protocole hyper précis, hyper organisé, voilà, millimétré. Et après, quand on passe dans sa vie, c'est on s'en fout un peu de tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On va boire une bière, on sort de cette fête, on saute dans une... Elle a dit on part dans une voiture, on est parti dans une voiture. Je pense que c'est volontairement fait pour dire, voilà, il y a des trucs très millimétrés, très froids d'un côté. Et à côté de ça, il y a une espèce de... Je crois, Maurice, tu as dit le mot errance. Et je trouve ça juste. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est que la partie sur sa vie, il y a un fil. Du coup, j'ai pas trouvé de fil dans les chapitres de sa vie. En fait, j'ai l'impression de se dire, attends, maintenant, je vais un peu te raconter des banalités de moi qui vais de fête, de house party en fait, sans but, pour te faire un peu respirer. Et après, je te parlerai de la chaise électrique, tu vois, mais j'aurais aimé qu'il y ait une histoire dans les chapitres qui sont pas sur les protocoles. Sinon, voilà, la froideur. Moi, j'ai appris des choses. Donc, c'est pour ça, pour moi, ça a presque été un documentaire sur l'histoire des protocoles de mise à mort. Et de ce point de vue-là, j'ai bien aimé. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le rapport entre éventuellement l'éditeur et l'auteur, dans le sens où on est sur des philosophies, des trucs comme l'existentialisme, de la politique, la peine de mort, tout ça. Et la forme est tellement, au contraire, lâchée, conceptuelle, dérangeante, que on sent qu'il y a une roue libre, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on a des points qui sautent, des virgules qui sautent, des majuscules qui restent. Il n'y a personne qui a relu. C'est-à-dire que visiblement, personne n'a relu. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr que quelqu'un a relu, mais... Enfin, non, parce que là, justement, tu laissais penser que c'était des coquilles. Ça donne cette sensation-là. Quand on lit ça, on se dit... Franchement,
À un moment donné, tu peux lui mettre. T'as vraiment non, pensé que peut-être c'était des celle-là. coquilles? Non, j'ai pas On pensé. va que envoyer c'était les des corrections à coquilles. l'éditeur. J'ai pas pensé que c'était des coquilles, mais j'ai dit à un moment donné, tu peux lui dire que là, c'est trop, quoi. Et je vois ce qu'il veut dire. Oui, oui, tu veux dire que. C'est Oui, oui, trop. non. Après, ça peut arriver. C'est plus stylistique. ça Je veux peut- dire, si ouais. tu pourrais te permettre ça si t'étais Sartre et que t'as déjà dit ton truc. Mais si t'étais, je sais pas, quel écrivain Alors, hautement. s'il y a que Sartre qui peut faire reconnu, quoi. sauter une virgule, Non, mais je veux dire, si tu vas. à part dans les bibliothèques, que je- c'est fini. La production littéraire, c'est virgule, Ouais. virgule, virgule. Non, mais je suis d'accord. je suis mais d'accord. si on était au cinéma, ça me dérangerait moins en fait d'avoir un truc un peu plus, comment dire, côté- engagé au niveau de la forme. D'ailleurs, dans Bref, ça gêne pas, surtout dans la deuxième saison qui est pas mal. Mais là, Bref, c'est pas très engagé, le mec. c'est pas une question d'être engagé. Là, Ah oui, je non, parle parce de que forme, tu. je parle Ah de oui, forme. de forme, d'accord. Mais C'est vrai justement, cette forme un peu lâchée, ça, pour moi, ça désengage, quoi. C'est-à-dire que du d'accord. coup, on est dans un truc qui ressemble à des clichés d'autofiction. Enfin, c'est un peu violent, hein, ce que je dis, mais parce qu'après, je respecte qu'il y a un engagement de vie et tout, mais voilà. Donc pour moi, j'en tire ni la forme pour me dire ah ouais, c'est intéressant ce qu'elle a fait là et tout, ni le fond pour me dire moi ça m'apporte quelque chose, ça m'apprend quelque chose, ça me change quelque chose. Alors oui, j'ai appris que certains détails glauques de tel ou tel mode d'exécution. Mais des fois, je me disais, est-ce qu'il y avait vraiment besoin? C'est un peu comme quelqu'un qui te montre, ah regarde mon téléphone, regarde là, et le mec il va se casser une jambe. Ouais, mais j'ai pas envie de voir. Enfin, si, regarde, il y a l'os qui sort. Non, j'ai pas envie de voir quoi. C'est-à-dire que ça veut pas dire que je Ça sais t'a fait pas. cet effet-là, Je peux hein. savoir que oui, qu'il y a l'os qui sort si jamais on se casse une jambe, et je peux avoir besoin de savoir que quelqu'un s'est cassé une jambe de telle ou telle manière, mais j'ai pas forcément envie de tous les détails, surtout quand derrière il n'y a pas la volonté de te relier ça, de structurer ça, d'avoir je sais pas, un ressenti un peu. Peut-être j'ai besoin de trop de pré-mâché, peut-être je manque d'empathie, mais que, du coup, ça me paraît pas sensible pour autant. Tu veux y aller? Tu veux répondre, non? Non, il se trouve que moi je suis un grand fan de Constance Debré, mais c'est aussi, c'est pas pour autant que c'est pas pour ça que j'ai aimé ce livre, parce que quand vous êtes fan de quelqu'un, vous êtes fan jusqu'à un moment où il vous déçoit. Donc je serais pas. En fait, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup communiqué par son autofiction sur ce qu'elle a désengagé de sa vie. Et elle a choisi une voie très radicale, mais ce que j'adore chez cette femme, c'est qu'elle est à la fois très lucide sur son milieu d'origine et d'où elle vient. Et je sais pas, je vais sûrement mal dire ce qu'elle dit elle-même 10 fois mieux, et je crois que c'est dans Playboy où elle dit, mais en fait, je m'en fous parce que quand on est riche pour toujours. Et elle sait qu'elle n'est pas dupe du fait que c'est un héritage, elle a un énorme capital culturel et social qui lui permet de dire à partir de maintenant, je vis de mon écriture et si j'ai pas à manger, je mangerai des cacahuètes. Elle en mange beaucoup dans le livre. Tu vois, il y a aussi ça, je la trouve très lucide. Moi, ce livre m'a plu pour deux raisons. D'abord, ce qu'a dit Jérémy, cette espèce d'alternance qui offre des respirations. Hein. Moi, je demande à un livre de me mettre des coups de boule. Et là, pour le coup, bah, évidemment, quoi, quand elle t'explique que ce qui se passe vraiment sur la chaise électrique, quand elle t'explique. Après, moi, personnellement, que ça se passe pas en France, je me sens pas déconcerné pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ah bah non, désolé, ça se passe pas en France, je referme le livre. Mais je comprends que tu aies besoin d'attache. Non, mais surtout. On pourrait dire qu'il y a un besoin en France avec la montée des extrêmes. Ça pourrait très bien arriver. Oui, mais que même ce soit dans les je veux dire, programmes politiques, je veux machin, dire, donc, même voilà. si demain il y a c'est les écolos qui passent, je me dirais pas, bah, je le lirai plus tard. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, ce qui m'a plu en fait, c'est que justement, comme disait Jérémy, en fait, d'abord, ce que j'adore chez cette femme, c'est qu'elle est moralement désengagée. En fait, elle te dit pas c'est bien ou c'est mal la peine de mort, elle t'oblige à la regarder en face. C'est-à-dire, en gros, tu peux être pour la peine de mort, tu peux être contre, mais il faut que tu saches comment ça se passe. Et ce que je trouve passionnant, c'est comment une société essaye de normer, de standardiser un truc qui, par définition, n'est pas standardisable. Comment tu essayes d'humaniser un truc qui est inhumain. Donc, on va dire, il aura droit à un dernier repas, et alors à la fin, ça se finit, il a droit à $26. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est indigne, en fait. Et en voulant mettre de la dignité, c'est-à-dire, on va dire, on va quand même lui laisser un dernier repas, bah, t'es indigne. Parce que l'administratif veut normaliser et devient inhumain. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais il se trouve que j'ai passé 12 ans de ma vie dans une administration et je suis très intéressé de la manière dont les administrations qui se disent humaines, comme l'éducation nationale, elles broient les gens, en fait. Et il y a autre chose qui m'a plu. Pardon, mais elle broie pas n'importe qui. Il y a cette nuance que là, en même temps qu'on lit, on s'imagine, oui, mais c'est des gens qui ont tué des gens. Donc, on est un peu dans le questionnement de qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Est-ce qu'elle parlerait, par exemple, de l'erreur judiciaire possible? Tout ça n'est pas du tout abordé. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de me demander si c'est une erreur judiciaire pour avoir un peu de peine pour le mec qui prend feu.
Évidemment. à qui on a mais- promis qu'il allait mourir très Mais rapidement. on sait... Non, mais ce que je veux dire, Et c'est qu'à la que... fin, il se retrouve avec les orbites qui pendouillent sur les joues. Tu vois ce que je veux dire? Je me c'est dis qu'il n'y a pas. aucune mention à un moment donné que les mecs ont pu faire un truc. C'est-à-dire que C'est pas son problème. Elle est dans une objectivité qui est un peu fausse aussi. Alors, c'est pas un livre sur l'erreur judiciaire. Hein. Non, C'est un livre mais sur. non, et il y en a- d'ailleurs, il y la en a pas première du tout phrase du mention, livre, c'est c'est sûr. vous avez été condamné à mort. C'est pas, Il y en a pas du tout mention. c'est pas on s'est trompé sur votre compte ou on vous a eu. La première phrase du livre, c'est en fait on s'en fout pour quelques raisons. C'est comment ça se passe quand le gars est condamné à mort en fait. Et je trouve que c'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu, mais en même Tu as le temps, droit, on n'a pas tu as le droit de le penser, mais c'est Non, pas. mais je Il me me suis semble que dit- c'est pas l'enjeu. Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit peut-être qu'on va apporter des éléments comme ça pour y réfléchir. Et là, du coup, j'ai pas de quoi y Ok. réfléchir. Je ressors pas en ayant Ah, moi, progressé. moi, ça m'a progressé, obligé à regarder ça en face et c'est les réflexions que j'ai formulées avant, je les dois à ce livre. Après, je vais me dépêcher pour laisser un peu de temps à Marc. Je vais aussi dire que justement, moi, ce que j'ai aimé dans les parties autofictionnelles qui peuvent paraître extrêmement futiles en fait. Et je pense que c'est alors. Peu importe, on s'en fiche comme quand on n'est pas là pour savoir si c'est fait exprès ou pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Et moi, j'ai trouvé qu'en fait, à l'absurde de ces protocoles, elle montre aussi l'absurdité de l'existence. Et qu'à un moment, cette dame avec son chien dans la main, dans les bras, qu'elle appelle bébé dans une soirée, tu te dis, mais en fait, j'ai trouvé que c'était, en fait, c'est un livre sur les dégénérés en général, une société dégénérée Ouais, c'est ça. qui essaye de mettre des normes et qui se demande tiens on va buter des gens mais on va essayer de le faire bien et qui s'aperçoit que c'est pas si facile en fait et accessoirement sur une vacuité globale et moi je trouvais qu'une absurdité répondait à une autre et après j'aurais un autre truc mais je vais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai noté énormément de choses que j'ai résumées, mais j'ai pas arrêté de noter toute la lecture du livre. Je l'ai lu d'une traite. Moi, j'aime beaucoup Constance Debré. J'ai pas lu tous ses livres, mais j'ai lu Non, NOM, que tu m'avais prêté. Faut que tu me le rendes d'ailleurs. C'est important c'est important de mettre en contexte ce livre dans des interviews et dans des bouquins. Je pense qu'il faut remettre ce qu'elle fait dans une vie. Parce qu'il faut l'écouter en interview, ça éclaire pas mal de choses. Je sais que c'est pas de ce bouquin dont on parle, mais dans le livre Non, NOM, elle parlait de sa volonté de couper net avec la bourgeoisie dont elle est extraite, puisque elle est de la famille Debré, très connue en France, donc comment elle rejette ça. Et on retrouve ce style acerbe, très froid, et ça fait penser vraiment à des coups de couteau. Et autant dans le livre Non, NOM, c'est des coups de couteau pour se libérer du carcan, autant là, c'est du scalpel. Parce que là, on est vraiment, je suis d'accord, il y a un côté clinique, médical, et c'est vraiment un chirurgien, une chirurgienne qui, de loin, regarde tout ça. Et cet aspect clinique, il est pour regarder tous ces morts, bien sûr, qui sont assez horribles. Et le lien, pour moi, avec les respirations, c'est que pour moi, et ça commence comme ça, le livre, vous êtes condamné à mort, je pense, et ça n'engage que moi, qu'en fait, elle constate les mises à mort et la mort clinique de la société occidentale. En fait, on est tous morts pour elle. Elle voit ces espèces de gens paumés qui ont rejeté des normes pour en inventer d'autres, parce que finalement, ils rejettent les normes classiques du travail, de la famille, etc. Donc, il y a un vide, donc ils en mettent des normes qui leur appartiennent, et des gens qui sont comme des zombies déjà morts. Et pour elle, donc, on est tous condamnés à mort, tous condamnés à mourir. Et finalement, elle a un regard clinique à la fois sur les mises à mort juridiques, sur les mises à mort culturelles occidentales. Et finalement, pour moi, le fil conducteur, c'est comment on contrôle tout ça, comment la société essaie de contrôler tout ça. Et elle le dit surtout elle, parce que ce qu'elle met en balance, c'est que c'est quelqu'un qui a une vie très disciplinée, qui est quasiment militaire. Elle nage le même nombre de kilomètres tous les jours. Elle mange pareil, elle s'habille pareil, parce que c'est une femme de loi. Elle parle beaucoup de sa relation à la règle, comme si elle voulait un peu sortir d'une réflexion existentielle par rapport à la règle. Et je notais une phrase qu'elle dit d'ailleurs, l'essentiel est de suivre la procédure. Et puis une autre phrase qui est intéressante, qui est, si je la retrouve, l'intérêt qu'on peut avoir pour sa propre existence est dans les interstices. Pour moi, en fait, Constance Debré, je la vois comme un être éveillé, une espèce de Bouddha qui, par rapport à cette impermanence, cette vacuité, vraiment s'est détaché de tout ça et observe de manière clinique ce qui se passe. Mais elle constate toujours, elle dit, j'essaie de comprendre ce qui colle pas, que tout va se déchirer, je me dis que quelque chose se passe. Donc, elle constate qu'on bascule vers quelque chose. Et la mise à mort étant, je pense, la mise en exergue la plus extrême d'une société qui va mal et qui est en train de mourir. Voilà. C'est comme ça que moi, j'ai vu un peu le lien entre tout ça, quoi. Dans une chronique à la radio, ils m'ont rappelé que sur la
les conditions pratiques de la mise à mort, il y a aussi un documentaire de Werner Herzog que j'ai vu il y a très longtemps et que voilà, j'ai complètement zappé. Mais si jamais vous avez aimé vous prendre une gifle avec Protocol et que vous avez envie d'en prendre une deuxième sur l'autre joue, il y a Into the Abyss qui est un documentaire sur un condamné à mort qu'on suit comme ça. Et il y a une phrase en exergue de Nietzsche qui est: si vous regardez au fond de l'abîme, méfiez-vous parce que l'abîme regarde aussi en vous. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui aurait pu être un exergue de Protocol, c'est-à-dire qu'elle va vraiment regarder là où... Et elle le dit elle-même, il n'y a pas de photo, on ne sait pas. Et tu vois, rotten.com pour les vieux, tu vois, tu peux trouver des images de plein de trucs. Tu parlais du gars qui se pète la jambe, on voit l'os et tout. Par contre, le couperet qui tombe de la guillotine, on le voit pas. Et c'est très particulier parce qu'on adore faire ça. On adore amener des enfants à l'Assemblée nationale. C'est important que tout le monde voit comment la loi est rendue. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas tout le monde fait ça, Anthony. non, mais je veux dire, on va pas emmener des enfants. Maintenant, on va pas emmener des enfants à voir des exécutions. Mon fils, ça fait évidemment. 4 fois qu'il me demande. On va aller 5 fois à l'Assemblée. J'ai dit stop, maintenant on va. Moi, j'ai dit c'est ça ou Disneyland. Tu choisis maintenant. Non, tout le monde fait pas ça. Mais ce que je voulais dire, j'ai très mal dit évidemment. Mais toutes les institutions aiment accueillir du public, les journées du patrimoine. Il faut qu'on voit derrière le rideau et tout. Il y a un endroit où on nous emmènera pas, c'est clairement là. Alors que c'est quand même un endroit, un point saillant de notre. Alors nous, ça existe plus depuis 81, mais c'est un point saillant. Je veux dire. Oui. D'ailleurs, je crois qu'en France, les exécutions, il y avait l'avocat du condamné et puis quelques employés de la prison. Et je crois que c'est Paul Lombard qui raconte ça pour l'avocat de Christian Ranucci, qui dit le jour où lui, il a assisté à sa première exécution, forcément, il est devenu anti-peine de mort. Oui, voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant et que c'est pas non plus un livre spécialement... et ce que j'adore, en fait, c'est que, si tu veux, les débats politiques pour ou contre la peine de mort, c'est toujours drivé par nos affects politiques, par nos expériences. Et en fait, je trouve ça intéressant il y a des choses qui sont tellement puissantes que même si tu enlèves le point de vue idéologique, juste tu dis les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vas demander aux gens, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je pense que c'est ça qui t'a gêné un peu, Maurice, parce que Maurice, il a assez rapidement arrivé à la question de mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces gens? Et c'est intéressant parce que ça m'a effleuré l'esprit, moi aussi, pendant la lecture, ça m'a effleuré l'esprit. Et après, j'ai un peu accepté qu'en fait, on n'allait pas savoir. Ouais, ce qui m'a vraiment gêné d'abord, c'est le style. Après, le reste fonctionne quand même. C'est-à-dire que oui, on apprend des choses sur... J'ai dit j'avais rien appris. Oui, j'ai appris des détails sur le fait que c'est pas propre. Voilà, que la manière dont ça se passe, alors que les gens peuvent avoir... Mais moi, j'avais pas d'a priori particulier là-dessus. C'est-à-dire que si j'avais été américain, j'en aurais probablement eu. Mais ici, on n'a pas peine de mort. J'avais pas... de réflexion là-dessus du tout. Donc, qu'on me dise c'est pas propre, je l'entends et je me dis ok, c'est clair, c'est pas, voilà, je suis pas plus pour qu'avant. Mais pourquoi me le faire lire à moi du coup? C'est parce que je voulais t'inviter dans mon podcast. Je suis désolé. Non, mais c'est une question rhétorique. Non, mais voilà. Non, c'est voilà. C'est vrai que juste la manière aussi, j'avais peut-être un petit décalage entre le style autofiction qui faisait vraiment, en fait, bizarrement, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait pas pro, quoi. C'est-à-dire que et par contre, j'ai lu ça au départ sans savoir qui elle était. Et après, j'ai lu et j'ai dit, ça reste vrai. J'ai ressenti ça, quoi. C'est-à-dire que la forme est vraiment, voilà, avec un côté... Je t'imagine envoyer un mail à Flammarion pour dire sauf, excusez-moi, juste, je sais pas si vous avez déjà tout imprimé, mais il manque des virgules. Et 2 jours après, il fait autant pour moi. Non, mais c'est vrai que c'est une question difficile à un moment donné, je pense, pour l'éditeur de dire à quel moment je dis à un auteur qui a un grand esprit, ok, mais à quel moment je lui dis non, là ça passe pas de l'autre côté, parce que c'est une communication entre 2 personnes. Le public, il est de l'autre côté, il faut pas l'ignorer. Dans le cinéma, c'est pareil. À un moment donné, si tout le monde dit que c'est de la... Pardon ? Prenons un Terrence Malick, Tree of Life, on le regarde, on sort, on a la migraine. Tu tombes super mal, je crois qu'il a adoré. Non, mais prenons cet exemple. Je sais qu'il a adoré Tree of Life. Et celui-là, moi, j'ai pas pu, quoi. C'est-à-dire que du coup. Oui, c'est la forme à un moment qui fait que tu peux pas. Sortir d'un truc et dire là, bon, alors, du coup, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a des gens que ça a remporté, tant mieux. Et visiblement, Constance Debré aussi. Mais moi. D'ailleurs, c'est les mêmes qui ont aimé Constance Debré et Tree of Life, c'est un peu louche. Non, t'as apprécié Tree of Life aussi? Je l'ai pas vu. Non, il est dur. Moi, je pensais que les gens partaient aux toilettes, mais en fait, ils se barraient de la salle. J'ai pas tout compris. Il y a beaucoup de gens aux toilettes à un moment donné. J'ai eu la migraine pendant le film. C'était. Ma femme a voulu divorcer. Non, mais par contre, il y a un mérite de Constance Debré d'avoir au moins un sujet pour lequel elle essaye visiblement de. Ouais.
quand on écoute Constance Debré, je crois qu'avoir l'adhésion du peuple, elle s'en fout complètement. Je crois que on est d'accord là-dessus. Et en fait, je pense aussi les côtés débat idéologique. Si on lit bien ce qu'elle dit qu'elle se range sous la loi pour ne pas avoir discuté du reste. Elle dit ouais, c'est la loi, c'est la règle. Elle se range volontairement sous la règle pour dire au moins j'applique et je suis au-delà du bien et du mal. J'applique elle vient même pas. Elle vient plus ou pas, peut-être à l'époque où elle faisait des marches dans un truc pénitentiaire, elle le faisait, mais là elle dit je me mets sous la règle est la règle, on se range dessous, comme ça quelque part on arrête de débattre, parce que finalement et puis je crois aussi que du moment qu'il y a une règle, tu peux la débattre tant que tu veux, si tu la respectes pas, tu la respectes pas, et elle a voulu peut-être comme ça couper toute notion idéologique du sujet, ou du moins je crois que c'est plutôt sa façon de vivre, discipline et règles, et c'est sa manière à elle d'apporter une marge de manœuvre dans le déterminisme, j'ai l'impression. C'est en suivant une discipline qu'elle s'ouvre des marges de manœuvre. Peut-être c'est contre-intuitif, mais je commence un peu à comprendre son parti pris. Moi, elle a gagné ma sympathie. Elle en avait déjà beaucoup parce que bon, je suis assez friand, mais en fait, il y a un podcast qui s'appelle Bookmakers où tu passes 3 heures avec Arte Radio, Richard Guettet. C'est vraiment le top du top, tu vois, quand tu fais ce podcast. Et évidemment, tu sens chez les écrivains invités un petit plaisir d'être enfin invité à Bookmakers. Ça minaude un peu, tu vois. Il faut écouter le Bookmakers avec Constance Debré. Tu sens qu'elle l'envoie chier, en fait. Tu vois, elle c'est pas son propos. Elle vient pas répondre au micro pour machin. Et lui, il y a des moments, il dit alors vous, ça se passe comme ça. Elle fait j'ai pas envie de répondre à ça. Et le gars, il est comme ça. Et en même temps, il fait mais vous savez que tout le monde a répondu. Elle a dit mais moi, je m'en tape, en fait. C'est pas parce que tout le monde a répondu à cette question que moi, je dois y répondre. En fait, ce que j'aime, il y a une autre autrice qui fait ça. C'est sans concession. Et qui peut vachement m'énerver, mais quand même, je lui reconnais ça. C'est Christine Angot. J'allais le dire. D'ailleurs, elles sont chez Flammarion toutes les deux. C'est des gens qui n'ont pas spécialement envie d'être aimés. Et ça, dans le milieu culturel médiatique, c'est assez rare. Tu vois, tu sens on peut que prendre pour du détachement, mais ouais, complètement. Quand je dis c'est un être éveillé, c'est qu'elle se détache des choses qui peuvent la reconnaissance, l'amour. Non, elle, c'est comme, pour moi, c'est une espèce d'être éveillé. Elle navigue dans cette vie qui est la nôtre, mais en tranchant dans son style par la forme et par le fond. Elle tranche, quoi. Voilà. C'est clivant, on aime, on n'aime pas. Et tu peux pas. Elle est clivante, tu peux pas dire ouais, je suis entre les deux. Ouais, elle minote pas. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui écrit un livre. Et là, c'est pareil. Le cas des virgules, c'est pareil. Tu sais que les gens qui sont attachés à une sorte de formalisme dans la langue, bah, c'est terminado. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible. Ils iront lire autre chose, quoi. Et tu sens que bon. D'ailleurs, voilà, elle a son lectorat qui est extrêmement fidèle, mais je pense qu'elle gagnerait des lecteurs aussi. Mais elle a un projet. Et est-ce que je peux me permettre de lire un passage parce qu'en fait, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Et alors, j'avais jamais prévu de lire des extraits, mais là, cet extrait, je vais vous le lire et je vais vous dire pourquoi j'ai dit ouais, là, c'est grandiose. Donc, elle dit ils sont partout. Elle est au milieu de la nuit. Dans sa partie autofictionnelle. Ils sont partout dans la ville avec des sacs de couchage, des caddies ou rien. Le jour, je vois leur peau brune, rouge de crasse et de soleil, ça fait comme une pâte sur eux, mais c'est la nuit surtout qu'on les voit. Quand ils se décollent des murs, qu'ils se remettent en mouvement, qu'ils traversent les routes, les boulevards, les avenues. Leurs vêtements sales et usés ont pris la couleur du béton et de la nuit. Ils évitent les éclairages, ils avancent dans le noir. Il faut faire attention à ne pas les écraser. Il paraît impossible de survivre longtemps dans le monde du dehors. Leur dégradation ici est rapide. Ils sont déjà morts, peut-être, ou bien c'est nous. Oui. Et là, c'est la première fois qu'en 10 lignes, j'ai très mal lu, excusez-moi, en 10 lignes, elle t'a fait un tableau des laissés pour compte de l'Amérique contemporaine. C'est terminado. Tu vois ce que... Et encore une fois, elle le fait sans misérabilisme. Non. Elle te fait pas, c'est dramatique, vous savez pas à quel point cette société était injuste, etc. Elle dit juste ça. Et moi, il se trouve, je suis jamais allé, je suis déjà allé une fois aux États-Unis, mais j'ai pas vu ça. Elle a le sens de la formule, mais ce qui me moi, au moment où elle dit ça, je les vois. La longueur du livre, en fait. C'est-à-dire que pour finalement, les formules comme ça, il y en a, bien sûr, mais par rapport au sujet, à un moment donné, tu finis par te dire, bon, combien de temps, les protocoles, il y en a tellement et tout. Et à un moment donné, tu te dis... Et donc, pourtant, oui, il y a des formules. Oui, il y a des idées. Il y a des philosophies même qui pourraient être riches. Et moi, j'étais presque en train de me dire, bon, je vais noter les pages que j'ai aimées.
Et il y en a quand même. Donc voilà, et simplement sur, je sais pas combien il y a de pages de 140. 140. Bah, je me retrouve à avoir 4-5 pages où il y a des pépites et où je me dis waouh. Et par contre, comme tu me dis, ça peut faire waouh. Mais moi, j'ai besoin de plus sur toute la longueur, quoi. De plus de corps, en fait. Ouais, plus, en fait. Je crois qu'elle cherche pas à être dans le divertissement et c'est peut-être là aussi je crois elle a dit elle-même, elle a une J'entends bien, approche ouais. très pascalienne du divertissement, elle le rejette même pour ses propres propos et je pense que l'accumulation des protocoles c'est pour laisser comprendre qu'on a essayé dans tous les sens de maîtriser la mort Ouais. et qu'on est tous À chaque condamnés. fois, ça reste dégueulasse. Et d'ailleurs même elle insiste sur le moment où tu es condamné à mort mais tu n'as pas le droit de te suicider. Exceptionnel. Dans le genre où et attention à Et toi. t'as Et- jamais autant d'attention que les 30 derniers jours parce que non seulement t'as pas le droit de te suicider, mais il faut surtout pas que tu crèves. que tu meurs d'une maladie, je vois, Ouais, une ouais, bronchite c'est ou quoi. incroyable. Donc c'est vraiment le côté maniaque contrôle de la société qui fait que aussi bien les gens dehors de la prison sont complètement barges et peut-être les moins barges c'est les SDF du coup, comme elle le dit gentiment. Ouais, et en tout cas, je vous remercie d'avoir lu ce livre, notamment Maurice qui est peu lecteur. Parce que j'y tenais, je savais que c'est un livre qui vous ferait réagir, c'est quand même le but du podcast. Est-ce qu'on a fini avec Constance Debré et Protocole ? Est-ce que ça vous dit, si on a encore une minute, qu'on donne des coups de cœur de ce qu'on a vu, aimé, ce qu'il faut lire, Marc ? Ouais, mais tu Tu veux que je commence ? Ouais, pour que tu je ressens mes réfléchisses idées, comme t'as eu l'idée. Moi, j'ai vu, c'est en streaming sur MyCanal, un film que j'avais raté parce que je vais pas souvent au cinéma. C'est The Brutalist avec comment s'appelle cet acteur, souvent chez Wes Anderson, celui du pianiste. Ah oui. Adam Driver, Adam. non, Non, c'est pas mais lui. c'est Adam, mais c'est Adam quelque chose. Non, c'est. Bref, The Brutalist, une histoire d'architecte. Ça dure. Alors, incroyable, ça dure 3h14. Je vache. vais faire cette phrase, on ne les voit pas passer parce que c'est très. Adrian Brody. C'est ça. Adrian Brody, J'étais en train de The dire, ouais. Brutalist, il était. Voilà, ça y est, il arrive sur les plateformes. Si vraiment vous voulez voir un truc qui ressemble pas à tout et n'importe quoi, et en même temps, il y a des références très. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Voilà. On peut dire aussi tout ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, carrément. Je suis allé voir le dernier Jim Jarmusch et j'ai vraiment pas aimé. Dieu sait que je suis fan de ce cinéaste. Et je regarde pas c'est Father, Mother, Brother, Sister. Et du coup, j'adore Ghost Dog, c'est un de mes films préférés. Enfin, c'est vraiment et j'admets le côté contemplatif. Hein. Je dis pas que je me suis fait chier parce que c'est du. Mais là, je suis pas fan des critiques. Et j'avais lu les critiques. On m'a dit ouais, c'est du Jim Jarmusch feignant. Et ouais, en effet, la vache. Pas top. Alors, ça m'a déçu. Le dernier avec les zombies, Bill Murray, Adam Driver, je me suis régalé. Et là, et voilà. Et pour le coup de cœur, j'ai vu un film que j'avais pas vu à la sortie parce que je pensais que c'était mainstream et que ça m'intéresserait pas. The Substance. Ouais. Et du coup, je Il regarde t'a en retard. déçu en bien, comme on dit. Non, au contraire, il m'a vachement plu parce Ouais, que je dis, oh là je là, et bon, j'adore les actrices, Margaret Qualley, je l'adore. Il y a plein de films que j'ai regardé dernièrement avec elle. Le dernier film des frères Cohen que j'ai peut-être fait circuler comme nom, qui était plutôt sympa. Et en fait, super, grosse claque. Oui, le sujet un peu convenu de l'apparence, de la dérive, mais de la body horror, Cronenberg à côté, petit scout, il est là, ils sont allés loin. Et bon, je coup de cœur en retard, donc voilà. Ah, mais on Et peut être. vous, The Substance, dont certaines scènes ont été tournées à Saint-Laurent-du-Var, La vache, mais Bambagna Forever. c'est-à-dire qu'en fait, on est la Californie Mais où low cost pour certains tournages. Mais où à Alors, Saint-Laurent-du-Var je tu vas t'invite, voir les tu refs. tapes dans, Ouais, tu tu vas tapes voir dans les Internet et il y a Zone, vraiment des zone endroits Indus que... de Saint-Laurent. Exactement. À un moment, elle va chercher, quand elle va Voilà, chercher quand elle le va chercher traitement, la drogue chez le dealer, il y a toujours un peu C'est des, dans la zone des Indus trucs- de des zones Saint-Laurent. industrielles Mais un non, peu cramoisies. C'est dégueulasse, ouais, ouais. c'est dégueulasse, c'est chez nous en Ouais, fait. ouais, Voilà, c'est c'est ça, très bien. C'est ça. Alors, ils ont filmé quelques palmiers et tout aussi, C'est le quelques scènes en parking, extérieur où c'est il y a le des parking palmiers. sorti de Cap 3000, c'est ça que tu veux dire, c'est le Je dehors sais de- pas. C'est un peu plus sur la vallée du Var, je crois. Ouais, je pense. Donc voilà, coup de cœur en retard, mais coup de cœur quand même. Des livres, des. Alors, qui me vient là, j'ai regardé il est dispo sur sur la plupart des plateformes, je pense. C'est avec Robert Pattinson, Mickey 17. Je pensais que ça allait être vraiment blockbuster, C'est de pas Bong Joon-ho, ouais. intéressant. Très bien, procédé narratif un peu tordu, mais bien exploité. Voilà, moi et mes enfants, on a regardé ça. C'est un peu action, c'est pas pour les tout petits, hein, mais c'est pour à partir des pré-ados, c'est bien. Et on s'ennuie pas et c'est très sympa. Je crois que la presse a pas trop aimé, mais c'est aussi parce qu'il arrive après Parasite et que Oui. voilà, c'était mort. Ouais. Oui, il y a un côté un peu plus populaire. Il fallait les sortir dans l'autre sens en fait. et Un voilà. côté pop, mais quand même efficace et puis inventif. Efficace. Très cool, ouais. Mais ouais, moi, je suis assez difficile, donc j'ai pas de coup de cœur depuis longtemps. Le dernier, c'est Bird de Andrea Arnold au cinéma.
ouais, ça commence à dater. Et moi, je voulais vous parler de. Je vais peut-être le mettre au programme du book club, donc je dis pas trop, mais c'est La Bossu de Sao Ishikawa. Et c'est le Goncourt japonais. C'est la première fois que je lis une trad du japonais. C'est très court, 80 pages, Maurice. Et il y a des virgules. Donc, je pense que là, tu peux kiffer. Mais ouais, non, un vrai ovni aussi que je vous conseille. Disponible dans les médiathèques de Nice. Comment ça s'appelle? La Bossu. Je vous remercie encore. Ben, merci à toi. C'était à vous. super. La semaine prochaine, enfin, ça sera dans on ne sait pas quand, mais le prochain ouvrage au programme du Book Club du Pambagna, c'est L'extinction des vaches de mer d'Adèle Rosenfeld, paru chez Grasset. C'est son second roman, j'en dis pas plus. Marc et moi l'avons déjà lu et je crois que ça doit partir chez toi, c'est ça? Il paraît, donc c'est parti, tu nous diras. J'ai une grande nouvelle pour le Pambagna Social Club, c'est que on va ajouter de la mixité puisque le prochain numéro, je serai avec Sandra et Catherine au programme. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 28 ans plus tard la suite, Le Temple des Morts. On aura La Mauvaise Joueuse de Victor Gestin chez Flammarion toujours, et on aura le dernier album des Wet Leg qu'il faut que j'écoute parce que j'étais resté sur mon bon vieux Lola Young. Il veut dire un truc. Oui, vous nous avez découvert sur YouTube, mais à partir d'aujourd'hui, là, vous pouvez y aller tout de suite sur votre appli de podcast préféré, donc Deezer, Spotify, Apple Podcasts, ce que vous voulez. Vous tapez Radio Pambagna, tout attaché, ça marche mieux, et puis vous nous écoutez dans le transport, en faisant votre repassage, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on remercie encore ton entreprise de nous accueillir. Tu rappelles le nom? Filiataire. Filiataire. Et si jamais vous voulez qu'on enregistre un Pambagna Social Club chez vous, pourquoi pas? Accessoirement, on peut mettre vos gosses devant la télé. On fait babysitter en même temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci infiniment à toutes et tous et à très bientôt. Bye bye.